En mars 1998, Amy Lynn Bradley, 23 ans, partait avec sa famille pour un voyage censé être inoubliable. Le paquebot Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean devait les conduire des Caraïbes, de Porto Rico à Aruba, avec des escales sur des îles de rêve. C'était un voyage de rêve qui allait bientôt se transformer en un cauchemar désespéré, hantant ses protagonistes depuis près de 3 décennies. Mais ne nous avançons pas. Comme nous l'avons déjà vu dans d'autres rapports, les disparitions de personnes sur la terre ferme se produisent bien plus souvent que nous ne l'imaginons, déclenchant des allers-retours angoissants qui, bien souvent, se terminent dans des impasses déconcertantes. Retrouver une personne est une véritable odyssée, loin d'être simple. Disparaître en mer. Bien pire encore, là où les eaux n'appartiennent à aucun pays et où la juridiction se dissout comme l'écume entre les vagues. Toute enquête devient un véritable labyrinthe bureaucratique. Avec l'affaire d'aujourd'hui, nous découvrirons que les croisières sont de petits mondes flottants qui obéissent aux lois du pavillon, c'est-à-dire à celles du pays où ils sont enregistrés. Dans de nombreux cas, elles ne correspondent ni au pays d'où ils partent, ni à celui où voyagent leurs passagers. Cette zone grise crée un vide juridique dangereux. Lorsqu'une personne disparaît sur un paquebot de croisière, le processus d'enquête se retrouve souvent coincé entre l'inaction, des procédures ambiguës et la résistance. Que s'est-il passé pour cette jeune fille disparue à la fin des années 90 parmi tant d'autres? Qui sont les principaux suspects de son enlèvement? Quelles pistes ont été suivies ces dernières années? Quels témoignages d'observations notables ont été recensés? Qu'ont découvert ses proches infatigables dans leur lutte pour connaître la vérité? Pourquoi parle-t-on d'un vaste réseau de complicité qui a contribué à détourner le destin de cette jeune fille au futur prometteur? En cherchant à répondre à cette question et d'autres énigmes, nous allons plonger dans la sombre affaire d'Amy Bradley. Commençons. Amy est née le 12 mai 1974 à Petersburg, Virginie. On sait qu'elle a grandi dans un foyer uni et aimant. Ses parents, Ron et Eva Bradley, ont travaillé dur pour offrir à elle et à son jeune frère, Brad, une vie stable et pleine d'opportunités. Ron Bradley, cadre en assurance, était pragmatique, structuré et très protecteur envers sa famille. Ava, quant à elle, a toujours été décrite comme douce, empathique, dotée d'une patience infinie. Ensemble, ils formaient un couple uni, attaché aux valeurs familiales et à l'honnêteté. Brad, lui, était extraverti et charismatique. Malgré leurs différences, lui et Amy partageaient un lien fort et sincère. Ils passaient du temps à écouter de la musique et partager des secrets. Brad l'admirait profondément et Amy veillait sur lui comme si c'était sa responsabilité. Ils n'étaient pas seulement frères et sœurs, ils étaient complices. Ce modèle de famille parfaite serait remis en question plus tard, mais nous y arriverons. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'Amy était depuis toujours une enfant vive, curieuse et énergique. Elle avait une présence qui, je cite, remplissait la pièce, un sourire contagieux et une sensibilité particulière qui la distinguait des autres enfants de son âge. Elle aimait les animaux, la nature, la musique et l'art. Ses enseignants à l'école primaire se souvenaient de sa participation active en classe, de sa solidarité avec ses camarades et de sa capacité naturelle de leadership. Elle n'était pas timide, mais pas arrogante non plus. C'était l'une de ces personnes qui savaient simplement comment se faire apprécier. Mais ce dans quoi Amy excellait le plus, c'était le sport. Dès 6 ans, elle a commencé à nager et est vite devenue experte. Ses compétences aquatiques étaient remarquables. Elle passait des heures dans la piscine ou la mer, glissant comme si elle y appartenait. Elle jouait aussi au basket et au softball. Au lycée, elle est devenue l'une des meilleures athlètes de l'école et a obtenu le titre de sauveteuse. En grandissant, sa personnalité s'est affirmée davantage. Elle était indépendante, ferme dans ses opinions et avait une éthique solide. Les injustices la dérangeaient, ce qui la rendait très encline à de longs débats. Et elle n'avait pas peur de parler si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Cette détermination, cependant, était accompagnée d'une grande douceur. Elle aimait écrire dans son journal. Elle était obsédée par ce qu'on considérait comme la musique alternative des années 90 et elle rêvait de parcourir le monde. L'université a été pour elle une période d'expansion personnelle.
Amy a reçu une bourse sportive pour étudier la psychologie à l'université de Longwood, où elle s'est distinguée comme étudiante et athlète, tout en traversant d'importants processus personnels. C'est pendant cette période qu'elle a décidé de partager quelque chose d'important avec sa famille. Elle s'identifiait comme faisant partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre plus. Elle l'a fait avec honnêteté et confiance, et elle a trouvé chez ses parents une réponse pleine d'amour et d'acceptation. Ou du moins, c'est ce qu'ils disent. Après ses études, Amy est devenue maître nageuse et prévoyait d'emménager seule pour poursuivre son indépendance. C'était une jeune femme prometteuse, avec des préoccupations et des rêves. Rien ne laissait prévoir que son visage deviendrait synonyme de tragédie. Un voyage qui allait tout changer. Les Bradley savouraient chaque instant ensemble et organisaient les vacances familiales des mois à l'avance. C'est pourquoi leur croisière de 1998 avait une signification particulière. Le billet n'a pas été acheté de manière traditionnelle. Ron l'a gagné à son travail en reconnaissance de ses performances en tant qu'employé. C'était une sorte de récompense d'entreprise qui comprenait une semaine de voyage pour lui et sa famille. Tout était entièrement payé. Un cadeau inattendu, la famille a décidé d'en profiter comme une célébration de fin de cycle. Amy venait d'être diplômée. Brad était en vacances et c'était une occasion pour les quatre de se retrouver. Amy, au début, a hésité. Elle n'aimait pas les espaces fermés, ni les lieux contrôlés, comme les croisières. Elle a accepté, promettant que ce serait le dernier voyage en famille avant sa nouvelle vie indépendante. Ainsi, avec un peu de scepticisme, mais aussi de l'enthousiasme, elle est montée à bord du Rhapsody of the Seas, sans savoir qu'elle signait sa propre sentence. Les premiers jours, tout s'est déroulé tout à fait normalement. Dîners luxueux, paysages majestueux et de nombreuses anecdotes qui ont rapidement donné à la traversée le qualificatif d'inoubliable. Fidèle à sa personnalité, Amy n'a pas tardé à nouer une sorte de camaraderie avec d'autres passagers et membres de l'équipage. Passer du temps avec elle était synonyme de rire, et elle est vite devenue une passagère remarquable. Amy était sous les projecteurs. Cependant, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, c'est peut-être cela qui l'a mise dans la ligne de mire de certaines personnes, des personnes qui ne cherchaient pas l'amitié, précisément. La nuit de la disparition. Le 23 mars 1998, le Rhapsody of the Seas flottait paisiblement sur les eaux des Caraïbes. La famille Bradley avait dîné ensemble dans un restaurant du navire pour fêter leurs retrouvailles. Après le repas, Brad et Amy décidèrent de descendre à la discothèque du paquebot, connue sous le nom de Calypso Lunch. Là-bas, le groupe Blue Orchid, formé de musiciens caribéens, animait les soirées avec du reggae, du funk et de la pop internationale. L'ambiance était festive, les boissons abondaient, les touristes dansaient et les lumières pulsaient de façon hypnotique. Les caméras de sécurité du paquebot ont filmé Amy dansant avec plusieurs personnes, surtout avec le bassiste Alistair Yellow Douglas. Leurs mouvements étaient amicaux, bien que intimes. À un moment donné, on peut la voir sourire largement pendant que Yellow lui parle à l'oreille. Brad, son frère, les observait avec une certaine distance, plongé dans son propre groupe de nouvelles amitiés. Vers 3h40, les deux frères sont revenus à la cabine familiale à quelques minutes d'intervalle. Selon les registres des cartes d'accès, Ava et Ron dormaient déjà. Brad s'est couché, fatigué et étourdi par toute la fête, tandis qu'Amy est sortie sur le balcon privé pour fumer une cigarette. Vers 5h30, Ron s'est réveillé et a aperçu la silhouette de sa fille à travers les rideaux. Amy était toujours sur le balcon et semblait endormie sur une chaise longue. Tranquille et sachant que ses deux enfants étaient sains et saufs, l'homme est retourné se coucher, mais un mauvais pressentiment s'était installé en lui. 25 minutes plus tard, Ron se leva en entendant un bruit sec, semblable à la porte de la cabine. En refaisant une inspection visuelle, il constata qu'Amy n'était plus là. La chaise longue était vide, la cigarette consumée, ses chaussures étaient toujours dans la chambre, mais le briquet avait disparu. Au début, Ron et Aiba pensaient qu'Amy était partie chercher du café ou prenait des photos du lever du soleil sur le pont supérieur. Mais les minutes passaient sans aucun signe d'elle. Guidé par son instinct, son père est parti pour la retrouver. Il a cherché dans le restaurant, dans les couloirs, à la piscine, rien. Ils sont allés à la réception, mais personne ne l'avait vue. Ils ont interrogé l'équipage sans résultat. Ce n'est qu'en fin de matinée que les autorités du navire ont commencé à prendre l'affaire un peu plus au sérieux.
Mais malgré cela, ils ont refusé de fermer les sorties. Le navire avait déjà accosté à Curaçao et des milliers de personnes étaient déjà à terre. La famille a supplié qu'une annonce soit faite par haut-parleur, quelque chose pour alerter les passagers. Mais le capitaine a refusé, affirmant que cela pouvait provoquer une panique injustifiée. De plus, selon lui, il ne pouvait pas prendre de mesures plus importantes, étant donné qu'Amy était majeure. La recherche, autorisée dans certaines zones du navire plusieurs heures plus tard, est arrivée trop tard. Entre 5h30 et 7h du matin, Amy avait disparu sans laisser de traces. Le navire et son silence? Comme indiqué, Royal Caribbean a attendu plusieurs heures avant d'informer les autorités. Ils n'ont pas fermé le port ni empêché les passagers de débarquer. La famille Bradley a dénoncé que la compagnie a privilégié son image plutôt que la recherche d'Amy. Ne sachant plus quoi faire, Ron, Eva et Brad ont profité du fait qu'ils étaient à l'ancre pour chercher une ambassade américaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations sur ce qui s'est passé pendant ces heures où les Bradley ont quitté le paquebot. Était-ce une occasion idéale pour qu'elles disparaissent? Une preuve cruciale? Pendant 4 jours, la garde côtière, des hélicoptères et des équipes de secours ont ratissé la zone. Ils pensaient qu'Amy était tombée à la mer, même si ce n'était pas facile que cela arrive, étant donné les mesures de sécurité du navire. En l'absence de la moindre preuve tangible pour l'expliquer, la théorie absurde de l'accident a commencé à perdre de sa crédibilité. Les Bradley se sont vus refuser l'accès à toutes les vidéos de surveillance qu'ils ont demandées. Et le capitaine est même allé jusqu'à insinuer qu'Amy ne serait peut-être pas tombée, mais qu'elle aurait pu se jeter volontairement à la mer. Cette option a vite été rejetée par ceux qui connaissaient bien la jeune fille. Amy ne montrait aucun signe de dépression, ni n'avait exprimé d'idées suicidaires, au contraire, elle avait des projets concrets. De l'enthousiasme à l'idée d'emménager seule, une carrière professionnelle devant elle et un solide réseau familial de soutien. Tout simplement, son profil ne semblait pas correspondre à ce type d'action. L'attitude institutionnelle du croisiériste a été, en définitive, froide et bureaucratique. Comme si, plutôt que de résoudre un mystère, ils essayaient de contenir un scandale. Y avait-il autre chose? Plusieurs membres de l'équipe de nettoyage ont déclaré, bien qu'informellement, qu'on leur avait ordonné de ne pas parler à la famille Bradley et que le mot « disparition » devait être évité parmi le personnel. Le navire est arrivé à son prochain port comme si rien ne s'était passé. Simple protocole? Ou bien étaient-ce les premiers pas d'une sinistre conspiration? Qu'était-il arrivé à Amy? Avait-elle été piégée pour quitter le navire? Enlevée par un membre de l'équipage? Se cachait-elle? Mais pourquoi? Enquêter sur ces mystères a poussé la famille à commencer à prêter attention à certains détails, des détails qu'ils avaient jusque-là négligés. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Soupçons sur Yellow Douglas. Alistair Yellow Douglas a été le dernier à voir Amy vivante, bien qu'il ait d'abord déclaré être rentré seul à sa cabine après la fête. Plusieurs témoins affirment les avoir vus ensemble vers 6 heures alors qu'Amy était censée avoir disparu. Le plus troublant, c'est ce qu'il a dit à Brad, le frère d'Amy, peu après le début des recherches. Ces mots ont été, et je cite, « Je suis vraiment désolé pour ta sœur, Brad. » Il s'en souviendrait plus tard comme quelque chose de glaçant. Comment Douglas savait-il qu'il ne reverrait plus Amy? Immédiatement désigné, Douglas a accepté de passer au détecteur de mensonges, mais les résultats ont été peu concluants. Son histoire ne correspondait pas à celle des autres témoins. Malgré cela, il n'a jamais été arrêté ni officiellement considéré comme suspect. Sur les vidéos du navire, Douglas se cache souvent le visage en passant devant les caméras. Ses gestes fuyants et tendus ont été analysés par des experts en langage corporel, qui suggèrent qu'il cachait quelque chose. Cette attitude, ajoutée à ses incohérences, le place dans un nuage de soupçons qui ne s'est jamais totalement dissipé. Au fil des années, Douglas a disparu des radars. En 2024, on l'a retrouvé vivant à Grenade, exerçant comme exorciste dans une petite communauté spirituelle. Sa fille Amika l'a confronté devant la caméra pour le documentaire Netflix sur l'affaire. Sa réaction a été évasive. Quand ils ont parlé d'Amy, Douglas a changé de sujet, mal à l'aise, coupable. Cachait-il quelque chose? Plus tard, Douglas a fait une déclaration controversée. Selon lui, Amy lui aurait avoué qu'elle ne voulait pas faire ce voyage, que ses parents l'y avaient obligée et que la véritable raison était qu'il n'acceptait pas son orientation sexuelle.
Cependant, cette affirmation a été aussitôt rejetée par les parents d'Amy qui se rappelaient avoir soutenu leur fille. Lorsqu'elle leur a parlé ouvertement de son identité, Ava et Ron ont insisté sur le fait qu'ils n'auraient jamais forcé Amy à faire quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas. Le voyage était une décision commune, célébrée par tous. La phrase de Douglas semblait plus être une stratégie pour détourner l'attention ou semer la confusion qu'une révélation sincère. Et ce n'était pas la seule chose. De plus en plus de pièces du puzzle ont commencé à prendre un nouveau sens au fil des heures. Et les photos supprimées? Des photographes professionnels à bord prenaient des photos des passagers pour les vendre en souvenir. Elles étaient exposées dans une grande salle pour que les intéressés puissent les consulter et voir si elles leur plaisaient. Au cours de l'enquête, il a été découvert que certaines photos d'Amy prises la nuit de sa disparition avaient été mystérieusement effacées de la base de données du navire. Elles avaient été aperçues par plusieurs passagers, mais n'étaient plus là. La compagnie n'a jamais donné d'explication claire. Cela a alimenté une théorie aussi troublante que possible. Amy aurait été photographiée sans son consentement et proposée dans un catalogue de traite des personnes, c'est-à-dire sélectionnée en pleine navigation par un client ou un réseau organisé. Une jeune femme attirante, athlétique, sans escorte permanente, loin de chez elle et sans protection juridique immédiate, ce qu'on appelle une proie facile. La disparition des images indique qu'une personne à bord, ayant accès au système, a pu faciliter cela. Amy a-t-elle alors été victime d'un enlèvement planifié? Y a-t-il eu une complicité parmi les membres de l'équipage? A-t-elle été vendue avant que quelqu'un ne remarque son absence? C'est ici que le nom de Douglas réapparaît. Des années plus tard, son ex-femme affirmerait avoir trouvé une valise de l'homme dans laquelle on voyait effectivement de nombreuses photos de jeunes femmes. Cela n'a jamais pu être prouvé de manière concluante, c'est pourquoi ce témoignage n'a jamais eu de valeur officielle. De plus, après la disparition d'Amy, des témoignages troublants ont commencé à apparaître. Des habitantes de diverses régions des Caraïbes disent l'avoir vue. Certaines coïncidences étaient trop précises pour être ignorées, d'autres trop troublantes pour ne pas être prises au sérieux. En mars 1998, un chauffeur de taxi à Curaçao a dit avoir vu une jeune femme désespérée ressemblant à Amy. Pieds nus et anxieuse, elle réclamait un téléphone. 2 hommes sont arrivés quand le chauffeur de taxi a voulu l'aider et l'ont emmenée. Quelques mois plus tard, 2 plongeurs canadiens ont déclaré l'avoir vue sur une plage, escortés par des hommes agressifs. La femme avait des tatouages identiques à ceux d'Amy. Plus tard, un membre de la marine américaine a déclaré avoir vu Amy dans un bordel à Curaçao. La jeune femme se serait approchée de lui avec une expression de désespoir et lui aurait clairement dit, et je cite, « Je m'appelle Amy Bradley, j'ai besoin d'aide ». L'officier n'a signalé les faits que des années après, craignant des représailles. Cela a fortement limité la vérification de l'information. Cela, ainsi que le fait que, selon certaines sources, ce bordel a été incendié de façon plus qu'opportune. Ensuite, une Canadienne, Judy Maurer, a déclaré avoir vu Amy dans les toilettes d'un centre commercial à la Barbade. Elle a décrit une femme avec des tatouages identiques à ceux de la jeune fille, en compagnie de 3 hommes qui semblaient la contrôler. Selon Judy, la jeune femme paraissait nerveuse, voulant parler mais craignant de le faire. Cette plainte a été suivie d'un portrait robot et d'une enquête locale qui n'ont pas abouti à des résultats concluants. En 2005, une autre femme dans un hôtel de Caracas a raconté avoir vu une Américaine qui s'est présentée comme Amy et qui a dit être piégée. Les enquêteurs n'ont pas réussi à retrouver cette personne. En plus des signalements, des photos découvertes sur un site pour adultes ont circulé. Sur l'une d'elles, une femme ressemblant à Amy adoptait une attitude sexualisée et un regard absent. Bien que son identité n'ait jamais été officiellement confirmée, la ressemblance était si frappante que la famille a décidé de transmettre l'image au FBI. À ce jour, la photographie continue d'être analysée par des experts en reconnaissance faciale. Tout cela a rendu le dossier médiatisé. Amy Lynn Bradley a fait la une des journaux télévisés américains. Par exemple, elle est apparue dans des épisodes spéciaux de America's Most Wanted, The Montel Williams Show, Unsolved Mysteries et Dr. Phil. Chaque apparition ravivait l'intérêt du public et redonnait l'espoir de la retrouver vivante. La famille, loin de se replier, saisissait chaque instant devant la caméra pour partager son histoire et solliciter une coopération internationale. Les Bradley sont devenus des militants involontaires, apprenant à vivre avec la douleur et l'exposition.
Pendant des années, ils ont donné des interviews, voyagé dans des zones sensibles des Caraïbes, rencontré des agents fédéraux et engagé des détectives privés. Mais, malgré tout, les impasses ont continué à se multiplier. Les signalements étaient pas prometteurs, mais imprécis, et les indices trop fragiles pour étayer une accusation. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est attirer l'attention du public sur un problème qui, jusqu'alors, était quelque peu caché à la société. Amy est devenue le visage visible de la traite des êtres humains. La connexion Holloway. Lors des enquêtes après la disparition d'Amy Lynn Bradley, un nom a commencé à circuler fréquemment. Carlos et Charlize. Un bar à Orangestad, Aruba, célèbre pour ses fêtes et l'afflux de jeunes touristes internationaux. Selon certains témoins informels, Amy avait mentionné qu'on l'avait invité à cet endroit lorsque le bateau serait taqué. Peu de gens savaient que ce lieu n'était pas ordinaire. En 2005, 7 ans après la disparition d'Amy, Natalie Holloway, une autre Américaine de 18 ans, a disparu mystérieusement après avoir été vue pour la dernière fois dans ce bar. Les deux jeunes femmes partageaient certaines caractéristiques alarmantes. Elles étaient attirantes, libres d'esprit, étaient en vacances avec leur famille et ont disparu dans des circonstances mystérieuses sur une île des Caraïbes. Amy aurait refusé la proposition d'aller à Carlos et Charlize, du moins publiquement. Ce qui reste flou, c'est si quelqu'un aurait pu la persuader ou la forcer à descendre en secret. Le port d'Orangestad était l'une des destinations du Rhapsody of the Seas. Les caméras de sécurité n'ont pas enregistré sa descente, mais certains témoins affirment l'avoir vue à terre, près de la zone du bar. L'affaire Holloway a alimenté de nouvelles spéculations sur l'étendue des réseaux de traite dans les Caraïbes. Et si Carlos et Charlize étaient un lieu de recrutement? La similitude des cas, y compris la négligence des autorités locales et la lenteur des réponses des entreprises touristiques, a ouvert la porte à une hypothèse glaçante. Que les deux cas pourraient être liés, non pas par coïncidence, mais par un schéma. Amy Lynn a-t-elle été l'un des premiers noms d'une liste sombre qui reste active jusqu'à aujourd'hui? En 2025, Netflix a sorti le documentaire Amy Bradley a disparu. Pour la première fois depuis des années, l'affaire a refait la une. Des témoignages inédits, des interviews du FBI et de nouvelles théories enrichissent cette production. Brad, le frère d'Amy, a affirmé, et je cite, « La série ne montre même pas 10% de tout ce que nous savons. » Il aurait fallu 10 saisons. Au milieu du désespoir, la famille Bradley a créé le site Amy Bradley's Missing, comme une plateforme centralisant toutes les informations sur l'affaire. Le site contient une chronologie détaillée des faits, des photos d'Amy, des mises à jour sur les enquêtes, des coupures de presse et les témoignages de ceux qui affirment l'avoir vue. Il propose également des portraits vieillis numériquement pour montrer à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. L'un de ses derniers messages dit ce qui suit, et je cite, « Maintenant, avec la sortie d'une nouvelle docu-série, l'histoire d'Amy sera partagée avec le monde entier. Nous pensons que ce pourrait être un tournant. Quelqu'un sait-il quelque chose? Nous collectons des fonds pour explorer des pistes fiables, consulter des experts, obtenir un soutien juridique et voyager si besoin pour découvrir la vérité. Que cela nous mène à Amy ou que cela permette de traduire les responsables en justice, nous devons être prêts. Si tu as entendu parler de cette histoire ou que tu l'as suivie et que tu t'es déjà demandé comment tu pourrais aider, c'est le moment. Chaque dollar nous rapproche un peu plus de la réponse et nous aide à tenir notre promesse. Amy, nous n'abandonnerons jamais. Mais au-delà des données, ce qui frappe, c'est le ton du site. Ce n'est pas qu'une base de données, c'est un appel à l'aide. Et un journal où Ron, Ava et Brad continuent d'écrire des lettres ouvertes à Amy. Des lettres finissant toujours pareil, avec une phrase récurrente « Amy. Si tu lis ceci, nous ne cesserons jamais de te chercher. » Depuis l'an 2000, plus de 300 personnes ont disparu de navires de croisière à travers le monde. La majorité de ces cas concernent de jeunes femmes. Un nombre inquiétant de ces disparitions a eu lieu dans les eaux des Caraïbes. Pourquoi cette zone favorise-t-elle ces crimes? La réponse dérange. Les Caraïbes sont un réseau d'îles dispersées, dont beaucoup ont des systèmes judiciaires faibles, une corruption endémique et des réseaux de traite des êtres humains en activité. Les routes maritimes se croisent constamment, et le tourisme facilite les choses. Une façade parfaite pour que les prédateurs se mêlent au grand public sans éveiller de soupçons.
Les croisières, loin d'être des espaces sûrs, sont des structures opaques où la sécurité dépend de compagnies privées. Le personnel n'est souvent pas formé pour gérer des crimes graves. Les caméras de sécurité couvrent des zones limitées, les registres ne sont pas audités par des autorités externes et les protocoles en cas de disparition sont laxistes. Pire encore, même lors d'une disparition médiatisée, chaque acteur cherche à se dédouaner. Cette fragmentation fait que la justice se retrouve littéralement à la dérive. Emmeline Bradley a été déclarée décédée en 2010. Le FBI propose 25 000 $ de récompense et la famille ajoute 250 000 $ pour toute information menant à son sauvetage. Pendant ce temps, son histoire continue de naviguer sur une mer de doutes, de silence et de murmures. Les témoins continuent d'apparaître, les questions se multiplient et les suspects deviennent flous. Au fil des années, la vérité, comme elle, reste perdue en haute mer. Une partie de la force des Bradley réside dans un détail loin d'être anodin, un détail qui ressort du site web qu'ils ont créé. Des experts en cybersécurité ont signalé des visites récurrentes provenant de zones non identifiées des Caraïbes, avec des schémas inhabituels à l'aube, depuis des appareils anonymes, souvent lors de jours fériés ou d'anniversaires, et des mouvements précis sur certaines sections du site, notamment les lettres familiales envoyées à Amy, ce qui a poussé certains à croire qu'elle est peut-être encore vivante. Elle a pu accéder à un téléphone ou un ordinateur à certains moments, et qu'elle visite le site des Bradley comme quelqu'un qui a besoin d'une dose de connexion, d'encouragement ou de souvenirs. Pourquoi alors ne se manifeste-t-elle pas? Ici, les théories se multiplient. Certains pensent qu'elle est contrôlée par un réseau qui limite sa communication. D'autres estiment que son identité a changé, qu'elle vit dans la peur, ou que sa psyché a été tellement endommagée par le traumatisme qu'elle préfère rester dans l'ombre plutôt que de tout revivre. On dit peut-être qu'elle est victime de chantage parce qu'elle a des enfants. Encore une fois, tout cela n'est que spéculation. Quelle que soit la vérité, l'idée qu'Amy lise silencieusement les mots de sa famille rend la tragédie encore plus déchirante, mais certainement porteuse d'espoir. Qu'est-il arrivé à Amy? A-t-elle été victime de traite? A-t-elle été enlevée par un membre de l'équipage? Complicité avec les hautes sphères du pouvoir? Quel a été le vrai rôle de Douglas? Surtout, cette histoire connaîtra-t-elle une fin heureuse? La reverrons-nous un jour vivante? C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, merci de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Je vous rappelle aussi que nous avons activé les nouveaux abonnements du canal. Pour un accès anticipé aux vidéos, 24, 48 ou 72 heures, et voir votre nom en remerciement à la fin. Et aussi avoir accès à une vidéo exclusive chaque mois. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui dit « Rejoindre » juste en dessous. Et avec seulement 1 $ par mois, vous allez nous aider et collaborer pour que nous puissions continuer ce projet. Si ces avantages vous intéressent, il suffit d'appuyer sur « Rejoindre » et de saisir les informations demandées par YouTube. Et rien qu'avec ça, vous nous aidez beaucoup. Je vais vous laisser ici quelques vidéos pour que vous puissiez continuer le marathon et sans rien d'autre à ajouter, je vous dis au revoir. Je suis Magnus Mephisto, à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.